Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. On m'a proposé un texte et j'avoue que j'ai du mal à le prononcer ce soir. Je veux le dire en commençant et du coup je ne respecterai pas mon temps de parole et du coup une partie, pardon à mes collègues du groupe, ne sera pas évoquée maintenant, mais nous aurons des heures pour le faire. En retraversant Paris il y a quelques minutes, je regardais ce que nous représentons. En arrivant ici, j'avais du mal à rentrer dans l'hémicycle, à quelques mètres d'ici, pour respirer la ferveur, le plaisir et le bonheur. Il n'y a pas de grandiloquence, il n'y a que de l'émotion et de l'humain dans ce que je suis en train de dire. Et croisant des personnes, certains m'invitant à quitter ma cravate, ça pourrait convenir à certains de nos collègues, d'autres simplement se demandant ce que nous pouvions faire là, à cette heure-là, et un dernier, un ancien judoka, qui a honoré la France dans les différents combats qu'il a eu à mener pour nous dans le domaine sportif et qui est électeur de ma circonscription, croisé totalement par hasard il y a moins de 10 minutes ici, je me suis posé la question de savoir si, au moment où notre pays vivait cette joie, certes seulement sportive, mais profondément civique, nous devions continuer à débattre de la Constitution à cet instant-ci. Je vous le dis aussi simplement que je le ressens, parce qu'il me semble que notre place serait de l'autre côté de la rue, parce que rien de ce que nous ferons ce soir ne sera entendu ici, et nous n'entendons pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais puisqu'il y a urgence, n'importe quoi, traversez donc la rue pour savoir si c'est n'importe quoi, chers collègues. Puisqu'il y a urgence, analysons la Constitution, examinons le texte qui nous est soumis. Le président Charles de Gaulle disait « Notre Constitution est à la fois parlementaire et présidentielle, à la mesure de ce que nous commandent à la fois les besoins de notre équilibre et les traits de notre caractère ». Il pensait qu'à l'époque, un équilibre était retrouvé. Il faut dire qu'il s'agissait de remédier aux instabilités gouvernementales des 3e et 4e Républiques et de confier suffisamment de pouvoir et d'autorité au chef de l'État et au chef du gouvernement pour affronter les défis d'alors, la guerre d'Algérie, l'équilibre financier et économique, ainsi que la réforme des institutions. Je veux dire ici, au nom de notre groupe, que face aux jugements caricaturaux de l'histoire officielle, cette instabilité n'a pas empêché la 3e République de nous donner les plus grandes lois aujourd'hui encore vivantes de notre République. La liberté de la presse, la laïcité, la liberté d'association, ni à la 4e République d'avoir reconstruit la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bien avant que le général de Gaulle vienne au pouvoir pour donner une autre dimension à notre pays. À l'époque, on parlait de parlementarisme rationalisé. Mais entre le parlementarisme rationalisé, le renforcement des pouvoirs exécutifs, en réalité la 5e République que nous vivons aujourd'hui, qui avait été conçue pour gérer les crises et assurer la stabilité des pouvoirs publics, s'est progressivement mué 60 ans plus tard en monarchie républicaine d'où notre Parlement est absent. Cette dérive, elle n'est pas le fait de ce gouvernement ni de ce président. La 5e République s'est présidentialisée au rythme des modifications constitutionnelles. En 1962, lorsqu'on a accepté l'élection du président au suffrage universel. En 2000, lorsqu'on a accepté le quinquennat qui ne devait changer qu'un mot de 7 à 5 ans dans notre Constitution et qui en réalité a bouleversé tout l'équilibre des pouvoirs qui subsistaient encore. Et elle va encore le bouleverser, non pas par la réforme constitutionnelle, mais par la réforme électorale qui est aujourd'hui annoncée, qui, d'élections législatives sur une circonscription de 125 000 habitants, va passer à 240 000 habitants, c'est-à-dire, en réalité, à des circonscriptions désincarnées, dont les élus ici présents demain seront en réalité issus uniquement de la volonté présidentielle ou de l'opposition au président de la République et en rien aux personnalités, aux projets, aux propos qu'ils proposeront à leurs concitoyens. Pourtant, je ne suis pas opposé, nous ne sommes pas opposés à un régime présidentiel et mon collègue Olivier Becht l'a dit tout à l'heure. Un régime présidentiel, c'est un régime où le président est fort.
Et Dieu sait que dans la Ve République, le président de la République est fort. Il est le plus puissant de tous les chefs d'État de l'Occident. Il est celui qui, en face de lui, a le Parlement le plus faible de tous les parlements des démocraties auxquels nous pouvons nous comparer. Et donc le président de la République est fort. Mais en face de lui, dans un régime présidentiel, il doit avoir un Parlement qui existe, qui a des pouvoirs, et qui désormais a 100% de ses parlementaires, destinés à 100% uniquement à la fonction parlementaire. Mais nous n'avons pas 10% des pouvoirs, des parlements, des démocraties comparables aux nôtres. Voilà la réalité de l'état de nos institutions au moment où nous ouvrons ce débat. Certes, on peut considérer que la stabilité du pouvoir est absolument indispensable, et nous le pensons aussi. Mais pour la stabilité du pouvoir, il n'y a pas besoin que l'exécutif marche en permanence sur le législatif, parce qu'on peut très bien avoir l'exécutif fort de la Ve République avec un Parlement en face qui recouvre des pouvoirs, qui recouvre la capacité de s'opposer, de proposer, bref, de différer lorsque l'exécutif s'égare. Et malheureusement, quand ce n'est pas le cas dans cet hémicycle, dans cette Assemblée, c'est de l'autre côté de la rue, c'est dans les rues que cela s'exerce, et ça ne permet pas à notre pouvoir de fonctionner normalement. Je veux le dire ici, avec le président le plus puissant de l'Occident, avec le Parlement le plus faible de toutes les démocraties, nous sommes le pays qui nous sommes le moins transformé, le moins réformé, le moins amodié de tous les pays qui nous sont comparables au cours des 40 dernières années. C'est l'illusion française du pouvoir absolu, de la monarchie républicaine que nous adorons tant et que notre peuple, hélas, adore, élisant un président pour lui couper la tête 5 ans plus tard. C'est cette illusion-là qui, en réalité, empêche notre pays de se transformer. Alors, puisque ce Parlement est à 100%, puisqu'il y a une révision constitutionnelle, Monsieur le Premier ministre et Madame le garde des Sceaux, nous souhaitons, nous, permettre au Parlement de recouvrer une réalité, de recouvrer des pouvoirs, permettre de lui donner plus d'initiatives, parce que les parlementaires qui sont ici rencontrent chaque semaine nos concitoyens et qu'ils peuvent porter dans cet hémicycle des propositions qui aujourd'hui en réalité sont trop rares dans un groupe comme le nôtre. Une fois par an, une journée par an, nous avons le droit de proposer ce que nous entendons auprès de nos concitoyens. Nous souhaitons plus de contrôle et votre gouvernement a raison de dire qu'il faut plus de contrôle. Mais alors pourquoi limiter, par exemple, à une commission par an, une commission d'enquête par an et par groupe, la capacité de contrôler l'action du gouvernement et de lui permettre de s'améliorer. Nous souhaitons plus de pouvoir budgétaire parce qu'il n'est pas question de remettre en cause l'équilibre budgétaire lorsque le gouvernement fixe que le déficit ou l'excédent, sait-on jamais un jour, serait de temps. N'y touchons pas, chers collègues, mais à l'intérieur de cette somme fixée par le gouvernement, soyons capables de bouger des lignes, de changer des politiques. Aujourd'hui, pendant plus de 8 semaines, nous discutons du budget. Sur 370 milliards d'euros, nous ne changeons pas 800 millions d'euros. À quoi servent ces discussions si ce n'est à donner en réalité un quitus à un pouvoir que nous n'avons plus? Nous avons besoin de plus de capacité de travail en petits groupes parce que, en commission, quand nous sommes trop nombreux, nous n'arrivons pas à travailler au fond. Les déclarations d'intention remplacent le travail de réflexion. En sous-commission, en petits groupes, nous sommes capables de travailler comme tous les autres parlements du monde occidental. Nous avons besoin d'avoir un meilleur contrôle des opérations extérieures de nos armées, parce qu'il n'est pas normal qu'une fois nous disions oui et qu'ensuite nous n'entendons plus parler. Nous avons besoin d'avoir, Monsieur le Président, des experts qui soient dédiés à l'Assemblée nationale et qui permettent, ou au Parlement d'ailleurs dans son ensemble, qui permettent de contredire les fameuses administrations dont nous nous plaignons si souvent dans nos débats. Je pense par exemple à l'administration de Bercy, parce que nous n'avons pas les moyens ici d'évaluer et de contredire ces administrations. Nous avons besoin en réalité d'un Parlement, Monsieur le Premier ministre, fort, en face d'un gouvernement et d'un exécutif fort. Nous avons besoin, en face de vos propositions, de pouvoir offrir aux Français des alternatives, non pas pour contredire seulement ce que vous dites, pour les renforcer, pour éviter les erreurs que j'ai vues si souvent au cours de ces 16 dernières années se commettre ici. J'en veux en citer une seule, et je terminerai puisqu'évidemment le temps imparti ne me permet pas d'aller plus loin, mais j'aurai le temps et l'occasion d'y revenir lors des débats, Monsieur le Président. Une fois, un gouvernement a souhaité
imposé à cette Assemblée une loi qu'on appelait Hadopi. Une fois en 16 ans, une fois. Il se trouve que l'Assemblée a refusé de voter la loi Hadopi. Vous savez, cette loi qui voulait contrôler les individus lorsqu'ils téléchargent illégalement. Une fois seulement, une fois. Le gouvernement a accepté sa défaite pendant un mois. Il a reproposé exactement le même texte un mois après. Et le Parlement a accepté le texte qu'il avait refusé un mois après. Et ce texte est un échec, parce que lorsqu'un gouvernement n'a pas suffisamment raison pour convaincre sa majorité, pour contraindre le Parlement, c'est qu'il n'est pas capable de discuter avec la société française et que le texte qu'il propose est un mauvais texte. Et nous devons garder ce garde-fou. Et vous devez, Monsieur le Premier ministre, vous qui êtes un nouveau pouvoir, un nouveau monde, permettre, je l'espère pour vous, permettre au moins que nous ne commettions plus ce genre d'erreur, que nous fassions en sorte que la Constitution ne contraigne plus l'opposition, comme je vous ai entendu le dire hier, ou cet après-midi, pardon, il y a de nouveaux droits pour l'opposition, mais qu'elle permette qu'on ne contraigne plus une majorité. Et encore plus lorsqu'on réduit le nombre de parlementaires. Parce que, comme le disait Guy Carcassonne, moins il y a de parlementaires, moins il y a de parlementaires à contrôler pour obtenir une majorité. Et c'est plus facile de contraindre 200 parlementaires que 289. Et à ce moment-là, on n'est pas dans l'efficacité, dans la responsabilité, pardon Monsieur le Président, je conclus, on n'est pas dans l'efficacité, dans la responsabilité, on n'est même pas en réalité dans ce qui peut servir le peuple français, on est simplement dans l'erreur en pensant que le Parlement n'est qu'un obstacle. Je ne pense pas que ce soit votre idée. Et nous sommes au début d'un long processus. Alors je vous demande que dans ce processus, et le président de la Commission, le rapporteur général de la Commission et le président du groupe majoritaire l'a fait, il y ait de l'écoute, de l'attention, parce qu'améliorer notre République, c'est renforcer ce Parlement tout en permettant au gouvernement de mieux gouverner. Je vous remercie.